c'est un plaisir pour moi d'être ici. Et ça me fait grand plaisir que SCFP Québec se penche sur cette question-là. Je sais que la FTQ, ça fait un bout de temps qu'elle a lancé sa grande campagne pour la réforme de l'assurance médicaments au Québec et que le SCFP emboîte le pas. Je trouve que c'est une excellente chose. Fait que je viens vous parler, grosso modo, du régime d'assurance médicaments au Québec. Le régime qui est hybride public-privé. Ça fait 22 ans qu'il est en place. Fait que juste comprendre c'est quoi ce régime-là, essayer de l'évaluer un petit peu, puis voir, c'est quoi les problèmes qu'on a avec ce régime-là, c'est quoi qui ne fonctionne pas, puis qui doit absolument être réformé. Donc, grosso modo, au début, un petit peu 20 ans d'assurance médicaments, on va regarder ça. Ensuite, la situation des régimes privés au Québec. Ensuite, dynamique des prix et les questions de l'accès aux médicaments, régime public versus régime privé. Et ensuite, comment on peut baisser les coûts en couvrant mieux avec un régime public universel. Donc, quand on parle d'assurance médicaments au Québec, juste quelques chiffres ici. Le gouvernement fédéral couvre à peu près 1% de la 1% des dépenses. C'est les Premières Nations, la GRC, les militaires, vétérans, prisonniers fédéraux, les réfugiés. Ça, c'est le gouvernement fédéral qui paye pour ça. Le gouvernement provincial paie surtout pour les gens qui ne travaillent pas, donc les personnes âgées, les personnes sur l'assistance sociale, mais, ce qui est la spécificité du régime québécois, aussi, tous ceux qui n'ont pas accès à un régime privé, c'est obligatoire d'avoir un régime privé si l'employeur l'offre, mais si l'employeur ne l'offre pas, à ce moment-là, vous tombez sur le régime public. Cette notion de tomber est importante. L'idée, c'est que pour que le système fonctionne, il faut que la portion publique du régime ne soit pas intéressante. Il faut que ce soit la base minimale pour inviter les gens à essayer d'aller se faire couvrir par les régimes privés. Donc, le provincial, ça couvre à peu près 44% des dépenses. Donc, 33% couvre la population non active, 11% couvre les travailleurs sans régime privé qui sont inclus donc sur le régime public. Les régimes privés, grosso modo, c'est la population active. Presque tout le monde, sauf ceux qui n'ont pas accès si l'employeur n'offre pas de régime, c'est 60% de la population au Québec. Là, on peut dire « Hey, c'est le fun, ça! » 60% de la population, juste 33% des dépenses, ça signifie qu'ils sont super efficaces. Mais là, il faut faire attention, c'est parce que la population qui travaille, c'est la population qui est plus en forme, plus jeune, puis plus en santé. Donc, c'est tous les bons risques, si on veut. Donc, les bons risques sont dans les régimes privés et, grosso modo, le régime public, c'est comme si c'était les mauvais risques qu'ont les travailleurs précaires, d'une part, les personnes âgées, les personnes sur l'assistance sociale. Et dépenses personnelles, 22% des dépenses. Dépenses personnelles, si vous êtes sur le régime public, par exemple, vous avez une coassurance de 35% que vous devez payer de votre poche. Donc, 35% du coût du médicament, ou sur les régimes privés, souvent, c'est 20% du prix du médicament. Donc, ça, c'est les dépenses personnelles, ce que les gens doivent payer de leur poche. C'est immense au Québec si on se compare aux autres provinces et surtout si on se compare aux autres pays de l'OCDE. En fait, c'est un peu ce qui est bizarre au Canada. Tous les pays de l'OCDE, sauf les États-Unis, puis on pourrait dire le Mexique, tous les pays de l'OCDE ont un régime public universel d'assurance médicaments. Mais en fait, c'est pas si vrai que ça, dans le sens qu'ils ont tous des régimes publics universels d'assurance maladie qui incluent le médicament parce que le médicament est un service de santé essentiel pour assurer la santé de la population. Donc, tous ces pays-là ont des régimes publics universels d'assurance maladie qui incluent le médicament. Nous, on a un régime public universel d'assurance maladie qui exclut le médicament comme si le médicament n'était pas un service de santé essentiel, ce qui est vraiment bizarre. Puis là, on peut dire, il faut regarder, ça signifie quoi? C'est quoi les impacts? Si le régime particulier, peut-être que ça fonctionne mieux qu'ailleurs, ça, on va regarder ça ensemble. Là, quand on parle de couverture, juste, ici, c'est un petit graphique que j'aime beaucoup, c'est des identités comptables. Bon, vous avez les ménages. Vous payez pour vos médicaments de différentes manières. Bon, taxes et impôts que vous donnez au gouvernement, les régimes publics. Bon, la portion publique qui couvre les travailleurs sans régime privé, c'est payé par des primes d'assurance sociale, qui sont aussi payées par les ménages. Vous pouvez payer des primes privées
pour des assurances privées, et les dépenses personnelles, ce que vous payez de votre poche. Là, ensuite, on paye les médicaments avec ça, et c'est comme ça qu'on a accès aux médicaments. J'aime ces identités comptables pour une raison toute simple, c'est que ça nous permet de voir les acteurs ici. Il y a les ménages, d'une part, mais ceux qui reçoivent l'argent, c'est qui? Il y a les firmes pharmaceutiques, d'une part, donc les compagnies pharmaceutiques, les pharmaciens qui reçoivent des honoraires professionnels, et en même temps, les compagnies d'assurance qui sont payées avec des marges au niveau des coûts d'administration, etc., qui permettent de faire leur rentabilité, leur profit avec ça. Et là, dans le débat actuel, c'est assez fascinant parce que les trois grands acteurs qui sont complètement opposés bec et ongle à la réforme de l'assurance médicaments qui veut maintenir le système actuel, c'est compagnies pharmaceutiques, compagnies d'assurance et les pharmaciens de quartier. J'insiste sur pharmaciens de quartier parce que l'Association canadienne des pharmaciens a pris position contre un régime public universel d'assurance médicaments, mais les pharmaciens d'hôpitaux, qui sont des pharmaciens salariés, ont dit ça n'a pas d'allure, nous, on va se distancier de cette position-là et a pris contre-pied de leur propre association en disant non, nous sommes en faveur d'un régime public universel d'assurance médicale. Et là, en même temps, on pourrait dire les groupes de patients, comment ils se situent? Regardez qui finance les groupes de patients. Et c'est amusant parce que tous les groupes de patients qui sont financés par l'industrie sont opposés à un régime public universel. Tous les groupes de patients qui ne sont pas financés par l'industrie pharmaceutique sont en faveur d'un régime public universel. Donc, c'est assez amusant ici. OK. Un petit peu d'histoire. Assurance médicaments publics. Toutes les Moses de commissions qui sont penchées sur la question au fil des décennies, on sont tous arrivés aux mêmes conclusions. Fait que la commission Hall des années 60, il fallait une assurance médicaments publique universelle au Canada. On a commencé avec les hôpitaux puis les cliniques, puis là, on a mis de côté l'assurance médicaments pour l'instant lorsqu'on a mis en place les recommandations de la commission Hall, et on attendait à ce que ça vienne plus tard, c'est jamais venu. Sous Jean Chrétien, en des années 90, on avait le Forum national en santé. On propose une couverture complète publique pour les médicaments. C'est pas allé nulle part. Commission Romano en 2002. Commission Romano a décidé, on va être stratégique. On va proposer une couverture publique universelle catastrophique. Catastrophique dans le sens, si vous payez plus de 4 % de votre revenu annuel en médicaments, là, à ce moment-là, vous allez avoir une couverture publique. L'idée, c'était, ça va être notre premier pas vers une couverture publique complète. On va commencer stratégiquement par ça. Et là, suite à la commission Romano, on a mis en place la stratégie nationale relative aux produits pharmaceutiques. Pendant 10 Moses d'années, on a essayé de mettre en place cette stratégie de la commission Romano d'un régime public pour les catastrophiques. Avec les conservateurs en place, conservateurs, c'est comme, non, santé, c'est les provinces, on s'en fout, on fait rien. Donc, c'est rien passé. 10 ans à rien. Les libéraux reviennent. On a eu le comité permanent de la santé de la Chambre des communes qui a passé 2 ans à étudier la question. C'est arrivé aux mêmes conclusions que la commission Hall, que le Forum national en santé. Il faut un régime public universel. Juste essayer de patcher les trous, ça n'a aucun sens. Il faut un régime qui couvre tout le monde. Un régime qui est fragmenté est un régime qui ne fonctionne pas. Puis moi, j'étais content, c'est ce que je dis depuis très longtemps. Et là, on a ce comité permanent qui dit exactement la même chose. Là, on a le comité consultatif en cours avec Eric Hoskins qui devrait déposer son rapport le mois prochain sur comment mettre en place ce régime-là au Canada. Et c'est amusant parce qu'en mars dernier, ils sont arrivés avec un rapport intérimaire avec différentes recommandations. Puis une des recommandations, il faut une agence canadienne du médicament avec une liste nationale de médicaments remboursés. Et 2 semaines plus tard, budget fédéral, on annonce la mise en place d'une agence canadienne du médicament avec une liste de médicaments remboursés. On va négocier pour voir comment on met ça en place et tout. Mais je vois Pierre-Paul ici de Québec solidaire. Là, ça fait 10 ans qu'on travaille avec Québec solidaire pour mettre en place Pharma Québec, qui est un truc de base. Si tu veux avoir un système qui se tient au niveau de l'assurance médicaments, négocier avec les firmes pharmaceutiques, on dirait qu'au Québec, non, on refuse d'avancer, je ne sais pas, c'est trop radical. Hey! La plupart des régimes publics universels ont ce type d'agence en place.
Le Canada vient d'annoncer la mise en place de Pharma-Canada, Calvin. Je veux dire, les libéraux, là, on n'est pas dans la gauche radicale ici, là. Puis c'est normal et c'est la chose à faire. N'importe qui regarde les données, c'est clair que c'est ce type de capacité institutionnelle qu'on doit se donner pour mieux négocier les prix, pour s'assurer qu'on en ait davantage pour notre argent. En tout cas, je vais me calmer, je respire. Bon, assurance médicaments, juste au niveau de l'histoire du Québec, c'est assez fascinant parce que on se retrouve en 93. Donc, on avait en place un système, on couvrait l'ensemble des personnes âgées pour tous leurs médicaments. Et là, le problème, c'est que si vous n'étiez pas une personne âgée, vous n'aviez pas un régime privé, bien là, la seule couverture que vous aviez, c'était la circulaire malade sur pied. Grosso modo, on avait décidé que pour quelques maladies, les hôpitaux allaient donner les médicaments pour les gens qui sont en dehors des hôpitaux. Fait que là, on se retrouvait dans une espèce de loterie de la maladie. Fait que si vous aviez une maladie qui était sur la liste de la circulaire malade sur pied, bien, vous étiez couvert, sinon vous ne l'étiez pas. C'était du grand n'importe quoi. Fait que là, 94, rapport de Mers, dit « ça n'a pas d'allure, ces programmes ciblés-là, on recommande un régime public universel au Québec ». 95, rapport Gagnon, qui est un rapport interne au ministère de la Santé, dit « il faut un régime public universel, c'est la meilleure solution ». Mais là, attention, là, surtout en période d'austérité, ça va être faisable uniquement si on met en place les dispositifs institutionnels pour contenir les coûts. C'est quoi? Ça signifie qu'il faut une liste de médicaments assurés, il faut aussi un système de prix de référence. Dans les années 90, là, ça sonnait comme un truc très radical. Tous les régimes publics universels des pays de l'OCDE utilisent ce type de dispositif institutionnel aujourd'hui. Si on avait été de l'avant dès 1995 avec ça, on aurait sauvé énormément de sous. Et là, on demande, en fait, rapport Castonguay en 1996, fait qu'on demande à Castonguay qui vient de l'assurance privée. Fait que Castonguay débarque et il dit, bien là, les capacités institutionnelles pour contenir les coûts, non, c'est pas bon ça. C'est pas à l'État d'essayer de mettre ses pattes là-dedans puis dicter ce qu'on va acheter ou pas. Il faut laisser le libre marché. Les gens peuvent décider par eux-mêmes lesquels médicaments ils veulent avoir. Donc, les seules façons de contenir les coûts, c'est on va augmenter les coassurances, les franchises. Bien évidemment, si vous augmentez les coassurances, les franchises, vous allez réduire la consommation, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons, simplement parce que les gens ne sont pas en mesure d'acheter leurs médicaments. Puis, tu sais, le libre choix pour le médicament, là, je peux-tu vous dire, moi, quand j'ai une prescription du médecin, là, je ne m'en vais pas voir le pharmacien, puis je commence à négocier avec lui quelles sont les autres alternatives qu'il pourrait me proposer ou quoi que ce soit pour essayer de voir lequel est moins cher, puis moi, je veux le plus cher. Non. Si vous voulez que les gens choisissent rationnellement, il faut que la prescription dès le départ soit rationnelle. Il faut une espèce de monitoring des habitudes de prescription des médecins. Est-ce que les habitudes de prescription des médecins suivent les meilleures données probantes sur les médicaments ou est-ce que ça suit la campagne publicitaire de la compagnie pharmaceutique qui envoie ses représentants dans tous les bureaux de médecins à travers le pays? Bien, si ça suit les campagnes promotionnelles, on a un Christi de problème. Puis c'est pas en forçant le patient à payer plus cher de sa poche que vous allez rendre plus rationnel quels médicaments vont être consommés. J'étais content, là, hier, on annonce on va poursuivre Purdue Pharma pour, et en fait, une vingtaine de fabricants d'opioïdes pour 1,1 milliard. Je suis content. On avait poursuivi puis gagné contre Purdue Pharma pour 40 millions. Mais c'est n'importe quoi, 40 millions. La crise des opioïdes, là, on parle 4 000 morts par année pour la crise des opioïdes. À la base de ça, une campagne publicitaire mensongère par Purdue Pharma qui disait « Hey, les opioïdes! » qui dans le fond, qui est la même chose que la morphine qu'on donnait aux patients cancéreux en phase terminale. Là. Les opioïdes, ça ne cause aucune dépendance, ça n'a pas d'effet secondaire. Et là, on a convaincu l'ensemble des médecins à travers le pays que vous pouvez prescrire des opioïdes à n'importe quand, n'importe comment. Hey, pour des douleurs à long terme, vous avez mal au dos, pour les 6 prochains mois, prenez des opioïdes. Problème. Puis là, s'il n'y a personne qui est là pour dire
ça ne marche pas, bien, on se retrouve avec la plus grande crise de santé publique, encore plus importante que la crise du sida dans les années 80, qui ici crée une création de toutes pièces, de campagnes publicitaires mensongères et notre capacité d'influencer les médecins. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Bien, en ce moment, on n'a rien. En ce moment, si votre dentiste, vous faites un traitement de canal ou pour votre ado, puis le dentiste prescrit 3 semaines d'opioïdes, hey, mon régime d'assurance médicaments chez mon employeur accepte de rembourser n'importe quoi à n'importe quel prix. Fait que c'est bien. J'ai 3 semaines de prescription d'opioïdes pour mon jeune qui vient d'avoir un traitement de canal. Bien, si vous vous retrouvez avec un ado qui développe une dépendance aux médicaments, c'est pas le fun, là. Puis c'est pas merci, cher employeur, de me donner un régime très généreux qui a accepté de rembourser n'importe quoi à n'importe quel prix. Il y avait des interventions qui auraient dû être faites, il y aurait eu des règles qui auraient dû être respectées sur qu'est-ce qu'on accepte de rembourser, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Excusez. 96-97. Implantation d'un régime hybride québécois. Bon, suite au rapport Castonguay, on avait Jean Rochon, le ministre de la Santé à l'époque du PQ. Puis Jean Rochon, il voulait un régime public universel, mais Lucien Bouchard, période d'austérité, bon, OK, on va essayer d'aller avec le régime qui va coûter le moins cher au niveau des finances publiques. Donc, on va laisser la portion privée, on va avoir finalement des régimes privés obligatoires. L'employeur est obligé d'offrir un régime d'assurance médicaments s'il veut offrir des avantages sociaux en santé, et l'employé est obligé d'y souscrire s'il travaille pour cet employeur-là. C'était perçu à l'époque comme un premier pas vers un régime public universel. Jean Rochon disait, on le sait que c'est de la scrap, mais ça va être un premier pas dans notre période d'austérité, quand on n'est plus en période d'austérité, quand on va être noyé sous les surplus de 5,5 milliards comme depuis hier. Évidemment, là, on va aller vers un régime public universel. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Bon. Donc, on est allé de l'avant, bravo. Ça fait 22 ans. Si on mesure les résultats, qu'est-ce que ça a l'air? Bon, là, ici, c'est quelques indicateurs. Ça, c'est la non-adhésion par rapport au coût, dû au coût. C'est grosso modo le pourcentage de la population qui ne remplissent pas une prescription pour des raisons financières. Fait que là, vous avez tous les pays pour lesquels on a des données. États-Unis, qui est notre modèle de gaspillage puis d'inefficience. Et en deuxième, le Canada. Puis là, on peut dire, mais oui, mais le Canada, c'est l'ensemble du Canada. Le Québec, nous, on a un régime qui couvre tout le monde, ce qui n'est pas universel en passant. Universel, c'est que couvre tout le monde de la même façon. Non, ça couvre tout le monde, mais de manière différente au Québec. Fait qu'on va faire mieux que le reste du Canada. Bien, si vous comparez le Québec avec le reste du Canada, c'est pas fort. C'est pas fort. Je veux dire, on se retrouve encore à la queue, même si tout le monde est couvert. On a beau être tous couverts, mais évidemment, avec 35 % de coassurance que je dois payer de ma poche, évidemment, tu as plein de gens qui ne sont pas en mesure de payer. Petite pause ici. 35 % de coassurance. Tu sais, on a PCSK9, le médicament pour réduire le cholestérol, là, qui n'est pas une statine, là, le Repata. Le Repata, l'INES puis l'ACMTS, fait que les agences qui font l'analyse coût-efficacité des médicaments, disent, ce médicament-là, là, on ne devrait pas le rembourser à moins qu'on puisse négocier un rabais confidentiel d'au moins 90 %. Le Québec a décidé de rembourser le médicament. Est-ce qu'il y a un rabais confidentiel? On imagine que oui, parce que ça n'a aucun sens de rembourser un médicament qui coûtait si cher. On imagine qu'il y a un rabais confidentiel d'au moins 80 % qui a été négocié au Québec pour accepter de rembourser ce médicament-là. Donc, OK, on a le prix officiel du médicament, 500 $, on a un rabais de, disons, 80 %, fait que le prix réel est de 100 $. De votre poche, vous devez payer une coassurance de 35 %. 35 % de 100 $ ou de 500 $? Le rabais est confidentiel, vous ne le savez pas. C'est quoi le rabais? Vous payez 35 % de votre poche sur 500 $. Donc, vous payez de votre poche davantage pour ce médicament que le coût réel de ce médicament-là. Et là, on se retrouve avec le gouvernement, « Hey, c'est le fun comme système, on se retrouve à pouvoir taxer les malades. »
et remplir les coffres de l'État en mettant une taxe et malades qui doit payer plus cher de leur poche que ce que le médicament coûte vraiment. Ça n'a pas d'allure. Excusez, je ferme la parenthèse avant de me fâcher davantage. OK. Là, on peut dire, bon, il y a peut-être moins de gens qui consomment des médicaments, mais c'est pas grave, on sauve un pactole d'argent parce que cette période d'austérité, c'était le but de sauver de l'argent. Bon, ça, c'est les dépenses totales par tête de pipe pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Fait que Canada, on paie grosso modo environ 30% de plus que la médiane des pays de l'OCDE. Évidemment, on a toujours les États-Unis, notre modèle de gaspillage puis d'inefficacité. Là, attention, ça c'est le Canada. Le Québec versus le reste du Canada. Fait que Québec, en espèce de brun, et le reste du Canada. En fait, au Québec, on paie environ 60% de plus que la médiane des pays de l'OCDE. Yeah! Puis on a encore un service de marde en termes d'accès aux médicaments par rapport aux autres pays de l'OCDE. Ça pose problème. Donc on paie très cher, puis on a une mauvaise couverture. Bon, au niveau, est-ce qu'on a réussi à économiser au niveau des coûts publics? Ça, c'est les dépenses financées par les impôts. On regarde le Québec par rapport au reste du Canada, l'évolution à travers le temps, un écart de 13 $. Fait que grosso modo, non, c'est la même chose que dans le reste du Canada. Mais on a un régime privé obligatoire. Ouf! Fait que là, tout le monde est obligé, tout le monde est couvert. Si on regarde au niveau des dépenses privées, bien, l'évolution des dépenses privées à travers les années, aujourd'hui, par tête de pipe, 205 $ de plus que dans les autres provinces canadiennes. Fait qu'un petit foyer de 4 personnes, grosso modo, ça représente quoi? 820 $ par année de plus qu'on paye pour une couverture qui est parmi les pires de l'OCDE, puis qui n'est pas vraiment meilleure que des autres pays, des autres provinces canadiennes. Ça, c'est ce qu'on paye de plus. Une dépense qui est juste inutile ici. Un autre problème au niveau de l'équité. Bon, à l'époque, c'était l'idée, on met un régime en place, OK, on va faire des co-assurances, puis des franchises pour les personnes âgées, il faut que les personnes âgées contribuent un petit peu. Bon, d'accord, fait qu'il y a équité entre générations, si on veut. Bon, quote-part, franchise et co-assurance élevée. Là, je vous ai fait l'exemple du Repata sur les co-assurances, il y a des gros problèmes. Inéquité d'accès aux médicaments. Bien, les prix restent très élevés et ce n'est pas tout le monde qui a accès aux mêmes médicaments. Il y a certains régimes privés qui couvrent plus de médicaments, et là, c'est tout le temps la guerre, mais pourquoi lui a accès à ce médicament-là et pas moi, etc. Bien, souvent, c'est parce que le médicament que l'autre paye, il coûte cher, puis c'est de la merde qui vaut rien. C'est la principale raison pourquoi un médicament n'est pas remboursé par le régime public, c'est parce que c'est de la merde, puis ça vaut rien. Et si on accepte de payer n'importe quoi à n'importe quel prix, bien, on encourage l'industrie à amener de la merde. Pourquoi je parle de merde comme ça ce matin? Mais, disons de la scrap. Il n'y a pas d'incitatif à l'industrie d'arriver avec des nouveaux médicaments qui apportent un bénéfice thérapeutique réel par rapport à ce qui existe vraiment. On fait juste prendre la vieille molécule, on la modifie un petit peu pour aller rechercher un autre brevet, on ramène ça sur le marché à prix plus élevé, puis c'est pas grave, on fait une belle campagne de pub avec les représentants qui sont voir les médecins, et c'est le nouveau médicament blockbuster qui va sortir, pas parce qu'il est meilleur, mais juste parce qu'on a une belle campagne de pub liée à ça. T'sais. Ça pose problème. C'est pas en avoir pour son argent. Puis si vous voulez avoir un meilleur accès aux médicaments, bien, mettez donc en place les incitatifs pour dire, nous, on va payer pour des médicaments quand ça aide vraiment les patients, quand ça apporte un bénéfice réel par rapport à ce qui existe déjà. Bon, les primes pour les adhérents du régime public selon les revenus, sur les questions d'équité, un ménage qui gagne 40 $ doit débourser une prime annuelle maximale de 1 334 $, donc 3 % de son revenu, alors qu'un ménage qui gagne plus de 180 000 $ paie la même prime, qui représente juste 0,8 % de ses revenus. Fait qu'au niveau de comment on finance le régime public, c'est assez problématique ici. Mais ça, c'est le régime public. Régime privé, là, les primes, là, la logique, oublie ça, là, oublie la question de logique des primes. Il n'y a pas de logique. On décide n'importe quoi, les primes peuvent être complètement arbitraires, et vous êtes juste obligé de le payer parce que votre régime est obligatoire. Donc, les primes privées sont sans lien avec le revenu
les primes sont obligatoires, sont parfois équivalentes pour le travailleur à temps plein et partiel. Fait que vous avez votre temps partiel qui vient juste travailler le week-end parce que c'est un étudiant, bien souvent, il se retrouve à payer la même prime d'assurance médicaments que celui qui travaille à temps plein. Fait que tu peux gagner 500 $ par mois, puis tu te retrouves à payer une prime mensuelle de 300 $. Tant pis. C'est ça. En fait, c'est un cas extrême, mais c'est un cas qu'on a vu, c'était assez spécial. T'sais. Et disparité de primes selon le milieu de travail, c'est une autre affaire. On a un système qui est fragmenté de milieu de travail en milieu de travail. Hey, moi, je suis prof d'université. Prof d'université, statistiquement, on a un salaire qui est assez sympathique. On est des gens aussi qui sont un petit peu plus en santé. Bien, statistiquement, plus le salaire est sympathique, plus les gens sont en santé. Puis vous regardez à côté, je ne sais pas, les chauffeurs de taxi. Chauffeurs de taxi, salaire moins élevé, statistiquement moins en santé. Et là, on se retrouve dans cette logique-là que finalement, on va avoir les primes sont déterminées comment sur un lieu de travail? Sont déterminées en termes de ce que vous avez dépensé l'année d'avant en dépenses en médicaments, grosso modo. Fait qu'évidemment, dans un milieu de travail où est-ce qu'il y a plus de gens malades, moins en santé, on consomme plus de médicaments, les primes sont beaucoup plus élevées. Fait que les chauffeurs de taxi se retrouvent à payer des primes beaucoup plus élevées que les profs d'université. Est-ce que c'est quoi la logique? Je ne sais pas, mais il faudrait garder un système comme ça. C'est fort agréable pour les professeurs d'université. J'aimerais qu'on maintienne le régime actuel. Bon. Merci à Yannick Como de SAI, Service actuariel, ici. J'ai volé 3-4 diapos pour parler de la situation des régimes privés. Fait en bleu, quand on parle des avantages sociaux en milieu de travail, 70%, c'est les médicaments et soins professionnels. Puis évidemment, de médicaments et soins professionnels, médicaments, c'est la très grosse part du lion de médicaments et soins professionnels. Parmi les avantages sociaux, c'est une des parties qui coûte les plus chères à votre employeur. Les hausses des primes d'assurance maladie sont grandement responsables de la situation actuelle. La prime mensuelle pour une couverture familiale en assurance maladie peut atteindre 450 $. La prime mensuelle. Pensez-y. Parce qu'évidemment, le régime privé est obligatoire pour vous et l'ensemble de votre famille si elle n'est pas couverte, elle non plus. C'est un problème en particulier pour les retraités de moins de 65 ans. La prime mensuelle dépasse fréquemment 500 $ pour une couverture familiale. Un autre problème aussi, je parle de ça. Là, on a un nouveau modèle d'affaires dans l'industrie pharmaceutique qui s'est mis en place. Au lieu d'avoir les médicaments qui sont les médicaments à grande échelle, là, les statines pour tout le monde, puis les antidépresseurs pour tout le monde, là, c'est vraiment les médicaments de niche. Médicaments de niche pour maladies rares en particulier. Et où est-ce qu'on arrive avec des prix, mais qui sont époustouflants, c'est astronomique. Et on accepte de payer ce prix-là. Bon. Là, évidemment, vous êtes, disons, un employeur, 200 employés. Fait que là, la mutualisation des risques se fait sur les 200 employés et la détermination des primes est déterminée par la consommation de médicaments par les 200 employés. Un de ces employés, sa fille, maladie rare, doit prendre du Soliris à 700 000 $ par année. 700 000 $ divisé en 200 employés. L'année suivante, quand vous devez renégocier les primes avec la compagnie d'assurance, bien, les primes vont augmenter en moyenne de 3 500 $ par employé. Bravo. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'assurance médicaments privée au Québec. Ça pose problème, là. Je veux dire, là, on se retrouve avec beaucoup de régimes privés qui sont des espèces de bombes à retardement, moindrement qu'on va avoir un employé qui est atteint d'une maladie rare ou que quelqu'un dans sa famille est atteint d'une maladie rare, bien, tu peux simplement faire exploser la banque du régime d'assurance médicaments. Ça pose problème. Et c'est une des raisons pourquoi, en ce moment, on a vraiment... Tout l'enjeu de la réforme de l'assurance médicaments est revenu sur la table. C'est vraiment cette pression très forte au niveau des coûts pour les régimes privés et l'augmentation des primes qui est assez spectaculaire qu'on voit actuellement au niveau des régimes privés. Dans un contexte de rémunération globale, le poids des assurances collectives devient un enjeu lors des négociations avec l'employeur. Fait que, grosso modo, souvent, pour maintenir le régime actuel d'assurance médicaments, on va avoir une hausse salariale qui va être plus faible. On va avoir des réductions importantes des autres protections offertes, par exemple. Moi, là, l'orthodontiste, j'aimerais beaucoup avoir une protection un petit peu plus généreuse. Là. J'ai mes 2 enfants en orthodontie en ce moment. Ça a été une dure année sur mon portefeuille, pour dire les choses.
Augmentation de la portion payée par les employés. Fait une des façons, c'est on déplace le risque. On va demander aux employés de payer davantage. Au lieu de 10 20 bien là, on va leur demander de payer 35 de votre poche, grosso modo. Terminaison des régimes post-retraite et ou actifs. Fait qu'on va dire à certaines personnes, bien, OK, on arrête le régime lorsque vous arrivez après la retraite. On va vous domper sur le régime public. On n'est plus en mesure de payer pour vous. Les impacts sur la tarification des régimes privés sont instantanés car l'expérience du groupe dicte les primes. Fait que les primes, c'est déterminé par quoi? Bien, les réclamations du groupe, ce que vous avez dépensé en médicaments. Fait que ça, c'est le prix du médicament lui-même et l'honoraire du pharmacien, grosso modo. Et ensuite, les frais et profits de la compagnie d'assurance. Mais au Québec, surprise, on a aussi des taxes qu'on paye par-dessus. Fait que c'est 9 de taxes de vente plus un autre 3,5 de taxes sur les primes. On a 12,5 de taxes. Vache à lait pour le gouvernement. Il faut maintenir le système actuel pour le gouvernement parce que ça sert à financer les coffres de l'État. Même si ça coûte extrêmement cher pour l'ensemble des employeurs, l'ensemble des employés qui doivent payer toujours une portion de plus en plus grande de leur poche. Donc, les taxes, frais et profits, ça varie en fonction de la taille du groupe, 5 à 15 si vous êtes un immense régime d'assurance, un immense milieu de travail, fait que, grosso modo, les frais administratifs vont être autour de 5 15 pour les plus petits groupes. Bien, les frais d'administration pour le régime public, c'est entre 1 et 1,5 ça donne une bonne différence. Les honoraires du pharmacien qui ne sont pas réglementés. Oui, si vous êtes sur la RAMQ, si vous êtes sur un régime privé, le pharmacien peut vous charger n'importe quoi à n'importe quel prix. Il y a une seule règle qui tienne. Votre régime est obligé de rembourser l'honoraire professionnel du pharmacien, même si celui-ci est abusif. Hey, c'est pas beau, ça. C'est pas beau. On met en place un cadre, une loi. Si le prix est abusif, vous devez le payer pareil. Ça, c'est la façon pour l'État de dire « Hey, nous, on va négocier les honoraires professionnels avec les pharmaciens, on va négocier des prix qui sont très, très bas, et les pharmaciens, bien, ils auront juste à charger immensément cher au régime privé. Fait que nous, on a des prix bas, et les régimes privés vont compenser. » Fascinant. Marge du grossiste, c'est pas important, puis le prix du médicament qui est réglementé. Ça ressemble à quoi? C'est 500 comprimés de 20 mg d'atorvastatine calcique. Ça, c'est le Lipitor générique. Fait que ça, c'est le Québec par rapport aux autres provinces. Trouvez l'erreur. Le rouge, c'est l'honoraire du pharmacien. Trouvez l'erreur. Et là, on a... Bon, j'ai envie de courir à ma slide pour vous montrer. La section en vert, c'est le prix du médicament. Les prix des génériques au Canada puis au Québec, c'est excessivement cher par rapport aux autres pays de l'OCDE qui négocient beaucoup mieux le prix des médicaments. La torvastatine calcique, grosso modo, c'est pour 500 comprimés, c'est à peu près 100 $ dans... c'est pas 100 $, c'est 50 $, c'est le quart. C'est 50 $, grosso modo, dans les autres pays de l'OCDE. Et là, en voyant ça, le ministre de la Santé, Barrette, à un moment donné, a dit « ça n'a pas d'allure ». Puis tu sais, Barrette, là, j'ai bien des choses à dire contre l'ex-ministre Barrette. Mais ça, il a vu que ça n'a pas d'allure. Puis entre autres, je me rappelle, il est allé voir Amir Kadir, puis il a dit « Écoute, là, ça n'a pas d'allure pour le prix des génériques, il faut faire quelque chose, puis tes appels d'offres, c'est ça du bon sens. » Ça a pris 2 ans passer une loi pour permettre les appels d'offres pour le prix des génériques. Ça a donné un pouvoir de négociation au ministre pour aller voir les compagnies génériques, dire « Hey, vos prix, ça n'a pas d'allure, vous baissez vos prix, sinon on s'en va en appel d'offres. » Et les négociations avaient achoppé. Fait que là, le ministre Barrette avait annoncé qu'on s'en allait en appel d'offres pour l'ensemble des génériques. Écoute, j'étais content, on avait combattu pour aller vers ça. Et là, les fabricants génériques veulent retourner à la table de négociation et, OK, on accepte de baisser de barre en barre le prix des génériques de 38 % dans l'ensemble du Québec. Fantastique! Tu sais, je veux dire, on ne va pas bouder notre plaisir. Bon, c'est pas rien d'aussi bon que d'avoir des appels d'offres pour les génériques. On baisse les prix de 38 %. Fait que là, ce qu'on a réussi à faire depuis 2013, la barre verte a baissé de 38 %. Fantastique! On a réussi à sauver plein d'argent. Puis, tu sais, puis bravo au ministre Barrette d'avoir utilisé sa méthode bulldozer pour modifier les choses ici. C'est une des rares fois qu'il bulldozait dans la bonne direction.
Il n'y a aucun autre pays de l'OCDE où est-ce que le prix pour 500 mg, pour 500 comprimés de 20 mg, il y a quelques autres pays, mais normalement, le prix est autour de 100 $ pour 500 comprimés, incluant les honoraires professionnels des pharmaciens. Nous, après nos super rabais puis notre bulldozing dans la bonne direction, on continue à payer plus de 500 $ pour les mêmes Lipitor génériques qu'ailleurs, qui en fait souvent dans les pays étrangers sont produits par chez Apotex, qui est une compagnie canadienne. Tout le temps passé. En tout cas. Bon, tantôt, je parlais des taxes et tout. Revenons Québec versus le reste du Canada au niveau des dépenses par tête de pipe. Ça, c'est les dépenses en médicaments. Bien, au-dessus de ça, vous devez ajouter, évidemment, le 5 à 15 % de frais administratifs pour la compagnie d'assurance au niveau des primes. Et vous devez ajouter à ça le 12,5 % de taxes qui est payé aussi. Fait augmenter le Québec en conséquence. Dans le reste du Canada, eux autres aussi doivent payer les frais administratifs, le 5 à 15 %, mais eux, ils ont des subventions à caractère fiscal. Vous n'êtes pas taxé sur la portion qui vous est offerte en avantages sociaux en santé. Donc, à ce moment-là, vous bénéficiez, grosso modo, mais selon le taux marginal d'imposition là, sur votre salaire, vous bénéficiez jusqu'à 40 % grosso modo, que vous épargnez en ne payant pas d'impôt sur la partie d'assurance médicaments donnée par votre employeur. Fait qu'au bout du compte, la différence ici, puis en fait, ces mêmes subventions à caractère fiscal, bien, aux États-Unis, les régimes privés, c'est la même chose. Fait qu'au Québec, si on prend en compte tout ça, c'est amusant, là. On réussit à quasiment battre les États-Unis comme modèle d'inefficience et de gaspillage. Fascinant. Bon, j'ai plein de choses sur les prix des médicaments, mais là, en même temps, je veux laisser de la place aux questions, puis j'ai d'autres choses. Bon, il faut quand même que je le dise, parce que c'est important. Colin. Prix des médicaments brevetés. Fait que grosso modo, on paye 20 % de plus au Canada que la moyenne des pays de l'OCDE. La différence, ça veut dire 3,6 milliards par année. C'est voulu, on a des politiques pour des prix des médicaments brevetés. On dit, avec des prix élevés au Canada, parce que ça, c'est déterminé au niveau fédéral, les prix élevés au Canada vont faire en sorte qu'on va attirer l'investissement du secteur pharmaceutique. Les compagnies pharmaceutiques vont nous aimer tellement parce qu'on accepte de payer si cher qu'elles vont investir massivement chez nous. La dernière fois, je suis allé sur le site de Innovative Médicaments Novateurs Canada, le lobby de l'industrie pharmaceutique. On se pétait les bretelles. Donc, on paye 3,6 milliards de gaspillage pour attirer de l'investissement. Fascinant, là. Ce que vous dépensez en santé, vous le dépensez pas pour avoir des meilleurs résultats en santé, mais pour attirer de l'investissement. Pensez-y. Fait que, je veux dire, le budget de santé, ça ne devrait pas servir de la politique industrielle. Ça, c'est le prof de politique publique qui aime séparer un petit peu certaines logiques, des fois. On paye 3,6 milliards de plus. Le site de Médicaments Novateurs Canada se vantait de dire « Hey, l'ensemble de l'impact économique du secteur pharmaceutique au Canada, tous les investissements, tout le payroll, comment on dit ça en français? La masse salariale, toute la masse salariale, plus l'ensemble des investissements, puis tout l'impact économique qu'on génère au pays est de 3 milliards. 3 fucking milliards. On dépense 3,6 fucking milliards de gaspillage pour faire plaisir à l'industrie, impact complet de 3 milliards pour l'ensemble du pays. Là, j'aimerais qu'on prenne 10 secondes de pause. On va juste laisser décanter cette idée-là. On paie 3,6 milliards de surplus pour générer un impact de 3 milliards. Si tu me donnes ce 3,6 milliards puis tu l'investis directement en investissement dans le secteur pharmaceutique au Canada, je peux-tu te dire qu'on deviendrait une des locomotives de l'innovation dans le secteur pharmaceutique? Ça, c'est une des logiques liées à Pharma-Québec, au niveau de comment est-ce qu'on devrait avoir aussi un laboratoire public. C'est-à-dire, sur l'argent qu'on va économiser, bien, ça serait intéressant de se mettre un peu d'argent de côté pour aller dans des niches de recherche en pharmaceutique qui est mal exploitée par le secteur privé. En tout cas.
Qu'est-ce qui détermine le prix des médicaments? Bien, c'est lui. C'est Martin Shkreli ici. Il n'y a pas de logique, là. C'est pas, c'est basé sur le coût de la... Non! C'est basé sur ce que je peux charger. Si je peux te fourrer avec mon prix du médicament, bien, je vais te fourrer. C'est de même, ça marche. Point final. Excusez-moi, Denis, je fallait que... Ça va bien. Fait que si vous avez un régime d'assurance privée qui dit « Hey, nous, on accepte de tout couvrir, peu importe le prix », bien, vous êtes dans marde. Vous êtes dans marde parce que l'autre à côté, bien, comme Valeant, hey, on a une grande Big Pharma canadienne, Valeant, caliste. Valeant, le modèle d'affaires, c'est quoi? Tout simple. Fusion-acquisition. On rachète les petites compagnies. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le prix du médicament et on vise en particulier les régimes privés parce qu'ils acceptent de payer n'importe quoi à n'importe quel prix. Comment est-ce qu'on réduit les coûts chez Valeant? On ferme le laboratoire de recherche de la petite compagnie qu'on vient d'acheter. Fait que notre grande Big Pharma canadienne, là, qu'on a dépensé 3,6 milliards pour générer de l'investissement, son modèle d'affaires, c'est sur on ferme le laboratoire de recherche puis on augmente les prix. Bravo. Ça, c'est de la politique publique comme que j'aime. T'sais. En tout cas, vous allez chez Tim Hortons, vous dites « J'accepte de payer n'importe quoi à n'importe quel prix. » Résultat, ça va vous coûter cher. Si pendant 20 ans, la moitié des clients vont chez Tim Hortons, pendant 22 ans, la moitié des clients vont chez Tim Hortons en disant « On accepte de payer n'importe quoi à n'importe quel prix. » Après 20 ans, qu'est-ce qui va apparaître sur le menu? Est-ce qu'on va avoir de la bouffe plus santé à meilleur prix? Ou on va avoir de la scrap qui coûte cher? Bien, c'est comme ça qu'on a mis en place nos incitatifs financiers dans le secteur pharmaceutique sur la façon qu'on paye nos médicaments. Ça, c'est le Conseil d'examen des prix des médicaments brevetés. À chaque année, il regarde l'ensemble des nouveaux médicaments brevetés, l'ensemble des nouveaux brevetés qui arrivent sur le marché. Donc, ce n'est pas des génériques, là. Fait qu'en bleu pâle, c'est le pourcentage des nouveaux médicaments qui n'apportent rien en termes de bénéfices thérapeutiques par rapport à ce qui existe déjà. Ça, c'est les médicaments que notre système de santé se porterait tout aussi bien si ces médicaments n'existeraient pas. En moyenne, sur ces années, sur 10 ans, 83% des nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché canadien n'apportent aucune contribution thérapeutique pour les patients. C'est fascinant. Fait qu'évidemment, si vous acceptez de payer cher pour ça, on a un mauvais accès aux médicaments. Ben oui, mais vous dépensez sur de la scrap. Fait que quand il y a un médicament qui en vaut la peine, bien, il n'y a plus de ressources disponibles pour payer pour un médicament qui en vaut la peine. Fait que si vous voulez améliorer l'accès au traitement, peut-être commencer par ne pas payer pour la scrap, assurer d'avoir un meilleur coût-efficacité. Si on peut négocier le prix des médicaments puis aller chercher des rabais de 30-40 %, je peux te dire qu'on va avoir un bien meilleur accès, même pour des médicaments chers, pour des maladies rares, on va avoir un bien meilleur accès parce qu'on est capable de mieux négocier le prix ici. Bon, j'ai un paquet de calculs. J'avais calculé à l'époque qu'on pouvait sauver entre 11 et 42 % au Québec, entre 11 et 45 % au Québec, sur les coûts en médicaments avec un régime public universel, selon les différentes politiques pharmaceutiques qu'on allait mettre en place. Steve Morgan avait démontré, grosso modo, les mêmes chiffres. C'était entre 19 et 42 % d'économies qu'on pourrait aller chercher avec un régime public universel d'assurance médicaments. Le directeur parlementaire du budget est arrivé, bon, c'est un calcul assez bizarre, c'était 25 % dans le reste du Canada, mais on s'était basé sur le régime québécois, comme si le régime québécois était le modèle à suivre pour le reste du Canada, ce qui était très problématique. Puis on essaie de maintenir le plus possible l'ensemble de la couverture qui existait déjà au Québec. Fait que c'était juste des rabais, des économies de 11 % pour le Québec. Bref, n'importe quoi entre 11 et 40 % au niveau, entre 11 et 45 % au niveau des économies possibles avec un régime public universel d'assurance médicaments. Un régime public universel d'assurance médicaments au Québec, on élimine la fragmentation, un régime pour tous. C'est super important. Je veux dire,
fragmenter le système de milieu de travail en milieu de travail, ça n'a pas de sens. Là. Un régime d'assurance, si vous voulez qu'il soit efficace, tu mutualises le risque sur l'ensemble de la population. Là. Tu ne trouves pas un système où est-ce que les bons risques s'en vont dans les régimes privés puis les mauvais risques dans le public. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça améliorerait l'équité d'accès. Une liste de médicaments remboursés pour l'ensemble de la population. Il nous faut une agence autonome dépolitisée pour gérer la liste nationale basée sur les données probantes. Hey, le Canada il est allé de l'avant dans le dernier budget, Carlis. Ça m'énerve. Je voudrais tellement que, le Québec, sur tellement de choses, on a été pionniers, on a fait des grandes avancées, puis on a été un modèle pour le reste du Canada. Puis sur l'assurance médicaments, là, en 97, ce qu'on a fait, là, c'était correct. Là, c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là, mais il fallait ensuite qu'on débouche sur autre chose, puis qu'on garde le leadership, si on veut. Puis non, là, on est en train de se faire doubler par le reste du Canada. Puis on considère nous, on a réglé le problème. Non, on n'a pas réglé le problème il y a 22 ans. On a créé un système qui, pour 2-3 ans, OK, c'est de manière transitoire, mais là, il y a des dynamiques en place. Ce n'est plus viable à terme. Il faut des réformes majeures de ce système-là. Mandat clair de maximiser la valeur obtenue pour chaque dollar dépensé. Il faut un système où est-ce qu'il dit, pour chaque dollar qu'on dépense, qu'est-ce qu'on veut? On veut la meilleure valeur thérapeutique pour les patients. On doit organiser le système pour que chaque dollar qui est dépensé, c'est tout le temps viser la valeur thérapeutique pour les patients. En ce moment, là, excusez, là, mais les régimes privés, là, c'est quoi le but d'un régime privé? Ce n'est pas de maximiser la valeur thérapeutique, là, c'est pas rendre les gens plus ensemble, c'est de faire plaisir aux employés. Puis là, si les employés, eux autres, moi, je veux avoir accès au breveté, même si le générique est disponible. Bon, ben OK, on va faire plaisir aux employés. C'est comme, je regrette, là, ça, c'est pas de l'assurance, là. Ça, c'est des privilèges, les avantages sociaux en termes de privilèges qu'on donne. On parle ici d'un régime d'assurance santé pour des services de santé essentiels pour l'ensemble de la population. Un régime d'assurance doit être bien construit. Si ensuite, tu as des employeurs qui veulent offrir des privilèges supplémentaires, allez-y. Mais l'accès aux médicaments, ce n'est pas un privilège. On a besoin de ça. On a besoin d'organiser ça de la bonne façon. Recours systématique à l'achat groupé, l'exemple de la torvastatine calcique. Éliminer les copaiements, les franchises basées sur les prix officiels. L'exemple du Repata. Souvent, on se retrouve à payer plus cher de notre poche que le coût réel du médicament. Quoi d'autre? Il faut développer les outils institutionnels pour améliorer les habitudes de prescription. Ce n'est pas juste une question de coût. C'est pas juste une question de « Ah, il y a des gens qui n'ont pas accès aux médicaments prescrits. Il y a sous-prescription pour certaines personnes. » Oui, il y a ce problème-là, effectivement. Il y a des problèmes de surprescription qui sont massifs. Sur les psychostimulants pour les jeunes, là, par exemple, pour les déficits d'attention, pourquoi est-ce que, je pense, c'est 40% de plus de prescriptions au Québec que dans la plupart des autres pays de l'OCDE? Pourquoi? Il y a un problème, là. Je veux dire, il faut qu'on se donne des outils institutionnels pour vérifier est-ce que les habitudes de prescription sont en lien avec les meilleures données probantes, oui ou non? Bien, on n'a pas ces outils-là, il faut se les donner. Fait qu'on a un problème de sous-prescription, on a un problème de surprescription, on a un problème de mal-prescription aussi. Parfois, on ne prescrit pas la bonne chose pour les bonnes personnes. Il faut se donner des outils institutionnels pour faire mieux à ce niveau-là. Donc, avoir au moins une base de données sur qui prescrit quoi et pourquoi. Des outils de pharmacovigilance. Ça, c'est NPS MedicineWise en Australie. Hey, des effets secondaires. Tu sais, le médicament, il rentre, là, il y a eu des essais cliniques et tout, mais des essais cliniques sur des populations mâles entre 25 et 40 ans, non-fumeurs et ne consomment pas d'alcool. Bravo, le médicament rentre sur le marché, mais ensuite, il y a du vrai monde. Là. Il y a des femmes enceintes qui vont prendre le médicament, tu as des fumeurs. Des fois, les effets secondaires sont plus importants que ce qu'on s'attendait. Est-ce qu'on a les outils pour juste détecter ces effets secondaires-là et ensuite dire au médecin « Hey, attention, là, on a détecté des effets secondaires, c'est épouvantable. Puis, il faudrait modifier les habitudes de prescription. » On n'a pas ces outils-là. Je vais juste vous donner une idée. Là, Boeing, là, 737 MAX, là, OK, tous les Boeing 737 se retrouvent au sol, c'est épouvantable. Il y a eu 2 avions
qui ont craché, on parle de quoi, 480 morts en tout. C'est épouvantable, 480 morts. Puis là, on retire des airs 2 avions. Le Vioxx, je ne sais pas si vous vous rappelez le Vioxx, c'était contre l'arthrite. Le Vioxx, par rapport aux autres alternatives possibles, les effets secondaires étaient épouvantables. On a vanté le Vioxx, ça créait moins de segments gastriques que les compétiteurs. D'accord? Le problème, c'est que ça créait plus d'infarctus du myocarde, plus de crise cardiaque. Fait qu'OK, on a réduit les segments gastriques. Et si on regarde le Vioxx par rapport aux alternatives, on a fait le calcul aux États-Unis, ça signifie entre 33 et 45 000 patients qui sont décédés d'avoir pris le Vioxx plutôt que l'autre alternative qui avait les mêmes bénéfices thérapeutiques par rapport qui avait les mêmes bénéfices thérapeutiques que le Vioxx sans avoir les effets secondaires. 33 à 45 000. Pensez-y, là. Toyota, la pédale colle dans le tapis, on retire toutes les voitures, Calvins. 45 morts pour les Toyota avec la pédale prise dans le tapis. 33 à 45 000 morts du Vioxx avant qu'on intervienne puis qu'on dise il faudrait peut-être faire quelque chose. En tout cas, ce sont des outils institutionnels qui sont absolument nécessaires. Bon, là, il faut que j'arrête là, parce que blablabla. Comment y arriver? Il y a des stratégies au fédéral. Au niveau national, c'est tout simple. Là. On a des prélèvements de primes obligatoires pour les régimes privés. Tu transformes ça en prélèvement de primes obligatoires pour le régime public, puis tu as le régime public pour tout le monde, là, ça finit là. Ça signifierait simplement qu'on paie toujours des primes obligatoires, mais qui seraient moindres que ce qu'on paie en ce moment. Fait que c'est pas une augmentation de taxes, là. Tu augmentes le revenu disponible des ménages. C'est quand même intéressant. Puis, étant donné que les employeurs aussi sauveraient des sous là-dessus, bien, tu peux compenser en augmentant un petit peu la taxe corporative pour aider à payer, par exemple. Bref, un régime public universel d'assurance médicaments n'est pas une panacée, mais ça doit servir à construire les capacités institutionnelles actuellement manquantes. Ça permettrait un meilleur accès aux médicaments, améliorerait les résultats en santé, ça générerait des économies de 10 à 45 % sur le coût des médicaments, permettrait d'augmenter le revenu disponible des Québécois, de réduire les coûts de la main-d'œuvre pour les entreprises et permettrait de réinvestir ailleurs dans le système de santé. Ça permettrait surtout au Québec de donner l'exemple au reste du Canada plutôt que de servir de modèle de gaspillage aux autres pays de l'OCDE. Merci beaucoup. Excellent. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. On peut prendre quelques questions. Oui. Ouais. Bien, merci beaucoup. Alors, on a le temps. Je vais prendre celui-ci. Alors, on a quelques minutes pour prendre quelques questions. Puis je m'excuse de sacrer ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais... Oui. Alors, micro numéro 3. Pierre-Paul Saint-Onge, section locale 1294, syndicat des employés de l'UQAM. Merci pour ta présentation. En fait, c'est le travail que tu fais est vraiment important parce qu'à ma connaissance, tu es un des rares chercheurs à faire ce travail-là. Et ça nourrit beaucoup nos réflexions. Je pense que tout le monde l'a bien vu, l'a bien compris, l'importance de l'enjeu d'une assurance publique universelle. Et je me demandais, donc, au cours des 10 dernières années, j'ai l'impression que le débat a beaucoup évolué et nous, en tant qu'organisation syndicale, notre objectif est justement de convaincre la population, nos membres, d'aller vers un tel type de régime qui serait au bénéfice de chacun et de chacune d'entre nous. Je voulais savoir, au cours des 10 dernières années, jusqu'à quel point dans la société civile, le débat, comme tu l'as vu évoluer, jusqu'à quel point le débat a évolué et avancé? C'est une très bonne question. Et puis, il faut faire une différence. Moi, je suis à l'Université Carleton à Ottawa, fait que j'ai en anglais. Dans le reste du Canada, puis au Québec, c'est deux logiques qui sont différentes, si on veut. Au Québec, on a cette espèce de culture que on a réglé le problème il y a 22 ans, c'est fini. Et c'est seulement avec cette forte croissance des primes due au nouveau modèle d'affaires de l'industrie pharmaceutique ces dernières années qui fait en sorte que beaucoup de gens réalisent non, là, ça ne fonctionne pas. Là, on voit cette pression-là. Puis pour moi, c'est clair, ça signifie qu'il y a des réformes majeures qui vont être mises de l'avant. Là, c'est le débat sur quelles réformes vont être mises de l'avant.
En ce moment, les réformes qu'on voit, c'est bien, on va transférer le fardeau financier sur les épaules des employés, par exemple. On va augmenter la quote-part des employés. Fait que ça pose problème, mais je dirais quand même, au Québec, ce qui était vraiment intéressant, c'est justement comment le mouvement syndical a pris cette balle-là, a compris l'ampleur du problème. Et depuis quelques années, s'est lancé dans cette campagne pour l'assurance médicaments publics. Ça change les choses. L'IRIS aussi a fait un très bon travail. Je travaille avec l'IRIS et tout, fait un très bon travail aussi d'éducation sur cette question-là. Mais dans le reste du Canada, ça va beaucoup plus vite. Là. Dans le reste du Canada, il y a encore plus de problèmes d'accès. Et les libéraux veulent aller de l'avant avec ça. C'est la question encore, quelle forme du régime? En fait, c'est amusant parce que les assureurs privés ont beaucoup, et les compagnies pharmaceutiques vendent beaucoup le modèle québécois. Puis en fait, dans le reste du Canada, les réformes, on pense que ça se peut qu'on implante le modèle québécois, mais c'est parce que vous n'avez pas compris. Là. La plupart des interventions que j'ai faites au niveau canadien, en fait, des autres provinces, c'est de dire, regardez, le modèle québécois, là, c'était bon en 97, là, mais c'est pas un modèle à suivre. Puis ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre, mais là, on attend les rapports de le comité consultatif qui a été mis en place pour l'implantation d'un régime d'assurance médicaments national. Les conclusions devraient arriver en juin. Et fort probablement, ça va être un des grands enjeux fédéraux au niveau des prochaines élections. Fait que j'ai hâte de voir, mais ça a beaucoup bougé. Mais moi, j'ai commencé à travailler là-dessus en 2010. J'avais écrit un rapport pour le CCPA IRIS à l'époque. C'était intéressant parce que, on m'avait demandé combien ça coûterait. Combien ça coûterait de mettre en place un régime public universel? On veut montrer aux politiques que ça ne coûterait pas trop cher. Puis on a fait l'analyse, puis ça ne coûterait rien. Là. Ça coûterait des économies de 11 à 45 là. Puis depuis 10 ans, ces chiffres-là, au niveau économique, ont été très porteurs. Et c'est, je dirais, ce qui parle le plus à la fois aux employeurs, aux employés, puis aux décideurs politiques, quand tu dis qu'il y a des économies à faire. Mais quand j'insiste sur les capacités institutionnelles, c'est hyper important au niveau des politiques pharmaceutiques, là, s'assurer qu'on ait des habitudes de prescription en lien avec les données de provenance. C'est un des éléments essentiels. Tant qu'on n'a pas de régime public universel, on ne peut pas se donner ces outils-là. Et ça, pour moi, c'est pas juste une question d'économie, c'est une question d'avoir un usage plus rationnel du médicament. Alors, micro numéro 4. Bonjour, Stéphane Simard, section locale 306, aussi président du comité provincial en santé et sécurité. Nous, on le voit c'est pas juste au niveau du médicament, mais aussi la loi sur la santé et sécurité, on est rendu une des pires selon les législatures. Je pense que l'ensemble du réseau de santé au Québec, on est un peu en retard sur le continent dans lequel on vit. C'est sûr que là, on voit au niveau des Américains que ça leur coûte beaucoup plus cher, mais ça, on ne se compare pas au pire là, non plus. Là, à un moment donné, il faut se comparer au meilleur. Mais moi, je veux voir avec toi aussi, parce qu'à chaque fois que je t'écoute, je déprime. Je déprime, c'est comme quand Cadieux vient de nous raconter sur la modernisation de la loi sur la santé et sécurité. J'ai l'impression que je déprime à chaque fois parce que je me conforme. Je suis bien dans mon état, mais quand on a nos travailleurs, parce que quand on a nos travailleurs, justement, là, qui doivent payer de plus en plus cher, mais ça aussi, ça crée une pression. Nous, on l'a vu lors de la dernière négociation locale, sur les négociations, puis ça fait partie aussi de la masse salariale. Ça, est-ce que vous avez évalué aussi comment d'efforts qu'on doit mettre là, pour négocier nos régimes privés? Moi, c'est pas pire, je suis copreneur, j'ai accès un peu à l'assureur, mais ceux qui ne sont pas du tout preneurs, là, c'est l'employeur qui décide qu'est-ce que tu as le droit puis qu'est-ce que tu mets dans ton régime. Puis, tu n'as même pas accès, quelqu'un en invalidité, à la compagnie d'assurance, là. Ça, est-ce que tu as évalué comment ça peut coûter là, au syndicat, tout le temps passé à essayer de négocier, puis aussi dans la masse salariale, comment ça peut coûter globalement? Là? Pour répondre à cette question-là, en fait, la réponse non. Ce n'est pas quelque chose que j'ai analysé de mon côté sur la négociation des régimes privés. Du point de vue académique, j'ai plus un point de vue macro, ces questions-là. J'ai regardé la manière que se fait cette négociation-là. J'ai mentionné SAI Services Actuariels, qui ont fait beaucoup de recherches plus détaillées vraiment sur la négociation, sur les coûts au niveau des régimes privés. Grosso modo, eux, ce qu'ils disent, c'est entre 2 et 4 % de la masse salariale, selon
les employeurs et la grosseur du milieu de travail, ce que ça représente au niveau de l'ensemble de la masse salariale pour un employeur. Pour moi, en même temps, ce qui est intéressant au niveau des régimes privés, c'est que là on a une tendance de fond qui change en ce moment. C'est que pendant longtemps, on avait cette logique, les régimes privés acceptent de rembourser n'importe quoi à n'importe quel prix. Là, tout à coup, on a des régimes privés qui réalisent ça n'a pas d'allure. Et là, ce qu'on a vu, au Québec, c'est un peu différent. Là, on a SSQ, puis Desjardins, on a plus d'assureurs, mais dans le reste du Canada, tu as 3 gros assureurs. Là, c'est quoi? C'est Great West Life, Manulife, puis Sun Life, qui est le 2/3 du marché. Puis encore dans les détails techniques, c'est que vous avez les groupes qui sont pleinement assurés par l'assureur et vous avez les groupes services administratifs où est-ce que finalement c'est l'employeur qui assure le risque et on embauche la compagnie d'assurance uniquement pour gérer le régime, mais pas pour assurer comme tel. Pour l'ensemble des régimes pleinement assurés, ces 3 gros-là ont tous mis en place depuis 2017 un système pour dire on va se mettre à discriminer les nouveaux médicaments. Là, les nouveaux médicaments qui coûtent cher, ça n'a pas d'allure. Fait que là, on ne va pas accepter de rembourser n'importe quoi à n'importe quel prix. On va essayer de négocier avec la compagnie et on va avoir notre liste de médicaments remboursés qui va être basée sur la liste des régimes publics. Mais là, tu te retrouves avec OK, je suis dans un régime privé, puis à tout moment, mon employeur peut décider qu'un médicament qui était remboursé ne sera plus remboursé demain matin. Et là, on voit pour beaucoup d'employés, ça commence aussi à être stressant, alors que les régimes privés, avant, c'était le gage de générosité, là, tout est couvert. Non plus maintenant, puis il y a des bonnes raisons pour ça, mais ensuite, bien, tu te retrouves avec négociation des régimes privés, négociation par les régimes publics, mais là, tu as un pouvoir de négociation qui est complètement fragmenté, là, au bout du compte. Donc, si vous voulez aller chercher de meilleurs rabais confidentiels, bien, à ce moment-là, il faut mettre ensemble le pouvoir de négociation. Tu sais, en particulier, le régime privé, en ce moment, on demande d'avoir accès aux mêmes rabais obtenus que ceux obtenus par les régimes publics. C'est fantastique. Mais le même régime privé, surtout pour les services administratifs qui sont parfois plus généreux, si le régime public refuse de lister le médicament parce qu'ils n'ont pas un rabais suffisant, nous, on va accepter de rembourser le prix, le plein prix, on va rembourser le médicament à son plein prix. C'est fascinant, là. Fait que vous avez le régime public qui représente la moitié du marché, le régime privé qui représente l'autre moitié du marché. Fait qu'on demande un rabais de 70 %. Si on ne peut pas l'avoir, bien, c'est pas grave, les régimes privés vont payer le plein prix de toute façon. Fait que vous perdez votre pouvoir de négociation, là, ça n'a pas d'allure, en tout cas. Si on rentre dans les détails, mais j'ai regardé les choses de manière plus macro. Les régimes privés, en ce moment, il y a vraiment ce nouveau stress de OK, comment est-ce qu'on gère cette croissance des primes? Souvent, on voit un déplacement du fardeau financier sur les épaules des employés, ou encore, on réduit ce qui est couvert ou de la façon que c'est couvert, tout simplement. Fait que ça, c'est ce qu'on voit de manière assez systématique, mais sur le détail des coûts, les services actuariels sont plus en mesure de répondre à ça. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vois 4 personnes au micro. Ce qu'on va faire, je vais prendre au micro 1, au micro 2, en rafale les 2 interventions. M. Gagnon va répondre. Par la suite, micro 3, et je vais revenir au micro 2 pour les 4 dernières interventions. Mario Ruel, section locale 3333. J'ai 2 petites questions. 2 à 4 000 médicaments en plus au privé, bon ou scrap, à ton avis, doit-on faire partie de l'assurance médicaments universelle? Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième, est-ce qu'au Québec, le système de mutualisation ou la mise en commun est viable aujourd'hui? Est-ce que quoi? Peux-tu répéter, s'il te plaît? Laquelle? La deuxième. La deuxième, est-ce qu'au Québec, le système de mutualisation ou mise en commun est viable aujourd'hui? Numéro 2. Oups, OK. Yvan Pépin, SCFP 2500, membre du comité ad hoc sur les assurances ou SCFP. Moi, je vous félicite pour votre présentation. C'est toujours intéressant de la revoir puis de l'entendre. Il y a des nouveautés à chaque fois. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. L'assurance médicaments, je le défends aussi. Mais je me pose la question, un coup qu'on a réglé le coût des médicaments, tout ça avec les pharmaciens, avec l'assurance universelle,
Il y a un autre problème, je pense, qu'on a dans notre société québécoise, c'est qu'on valorise beaucoup les médecins. Et les médecins, eux, ce n'est pas leur profession en premier, c'est pas de faire des prescriptions, c'est de diagnostiquer ce que le patient a comme maladie ou quelque chose comme ça. L'autre personne qui est spécialiste pour les médicaments, et vous le dites, là, pour les interactions, qui prescrit, qui est spécialiste là-dedans, c'est les pharmaciens. Ils ont tous les logiciels pour voir qu'est-ce qu'ils ont comme interaction entre tous les médicaments. Il y a des choses qui sont aberrantes. Il y a des personnes âgées qui prennent à peu près 10 à 12 médicaments. Ça n'a pas de maudite allure. Ces gens-là, ils sont drogués. C'est des laboratoires pharmaceutiques sur pied. Puis je pense que dans la société, ce qu'il faudrait faire, puis je vous pose la question, s'il ne faut pas revoir le rôle de chaque intervenant au niveau de la santé, c'est-à-dire les médecins, les infirmières et les pharmaciens qui, eux, sont les spécialistes à la base des médicaments. Merci. Allez-y. Merci. Merci. Ah, OK. Bon, je commence par la dernière question. Bon, là, on ne va pas se mettre à parler de l'ensemble du système de santé. Là, c'est ce qui serait une discussion qu'il faudrait faire, mais pas dans les 30 secondes qui me sont allouées pour répondre à la question. Juste sur le rôle du pharmacien en particulier, puis je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, je ne sais pas la personne est rendue où, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est des questions qui sont extrêmement importantes. Sur le rôle du pharmacien, puis justement, c'est son rôle essentiel qu'on néglige souvent. Le pharmacien, le problème, c'est qu'il y a comme deux chapeaux. Tu as le rôle du professionnel de la santé, puis tu as le boutiquier de quartier qui est là pour faire de l'argent. Puis si on a un système qui est axé sur... On ouvre les portes aux différents abus, puis finalement, vous avez les pharmaciens qui sont capables de naviguer le système adroitement pour aller chercher plus de revenus. C'est pas une bonne façon de rémunérer les pharmaciens, là. Moi, pour mettre l'emphase sur le rôle de professionnel de la santé des pharmaciens, bien, la rémunération des pharmaciens devrait être basée sur leur contribution en tant que professionnels de la santé. Et ce n'est pas le système qu'on a actuellement. Cette rémunération des régimes privés, bien, on a ouvert les portes à les ristournes. Je n'ai même pas embarqué dans les ristournes payées par les génériques Calvin. Tu sais, à un moment donné, on avait... parce que Barrette, justement, avait déplafonné les ristournes, puis là, il avait remarqué, hey, les ristournes, c'est 70% du prix du générique, ça s'en va en dessous de la table dans la poche du pharmacien. Ça n'a pas de sens, là. Fait que là, vous avez les pharmaciens qui se graissent la patte avec les ristournes versus les autres qui essaient de faire leur travail, puis celui qui essaie de faire son travail comme il faut se retrouve à ne pas pouvoir rejoindre les deux bouts parce que ses revenus ne sont pas suffisants. Fait que ça, c'est des gros problèmes. Le rôle du pharmacien est extrêmement important, puis vous avez mentionné la déprescription. Effectivement, là, on est extrêmement bon pour prescrire des nouveaux médicaments. Puis là souvent, il y a un effet secondaire. Ah, là, tout à coup, j'ai ce bobo-là. Étant donné un effet secondaire, bien, le réflexe, c'est pas on va déprescrire quelque chose puis on va ajuster. Le réflexe, c'est vous avez ce bobo-là. Bien, pour ce bobo-là, on a tel autre médicament. Fait que là, on se retrouve avec une cascade de médicaments. Il y a des personnes... Je travaille dans le Rational Therapeutics and Medication Policy Research Group. Je suis avec Barb Farrell, qui est à la tête du mouvement de déprescription. Puis écoute, on parle de cas de personnes âgées avec 30 médicaments. Mais alors qu'on fait une analyse simple, on voit clairement, ben non, on pourrait retirer ça. La personne pourrait se retrouver avec 12 médicaments puis être plus en santé qu'avec 30. En tout cas. Plus de 2000 médicaments qui ne sont pas couverts par le régime public. Par rapport au régime privé, est-ce qu'on devrait les couvrir? Ça dépend lesquels. Je veux dire, d'une part, on aurait plus de ressources pour couvrir les médicaments qui ont besoin d'être couverts. On aurait plus de pouvoir de négociation pour mieux baisser le prix, s'assurer d'avoir plus pour notre argent. Le régime public du Québec couvre beaucoup plus que les régimes publics des autres provinces en particulier. Ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Le Québec, en fait, dans notre politique du médicament qu'on a au Québec, le 4e pilier, c'est créer un environnement d'affaires favorable pour l'industrie pharmaceutique. Et ça se traduit sur qu'est-ce qu'on accepte de rembourser. Mais parfois, le médicament, c'est de la scrap au niveau de la santé, mais ça va créer des revenus pour l'entreprise qui va à ce moment-là peut-être investir davantage dans des nouvelles installations à Laval ou à Pierrefonds, whatever. Ce n'est pas une façon de lister un médicament, ce n'est pas une façon de déterminer ce n'est pas un arbitraire politique qui doit être derrière ça.
l'idée, c'est l'Agence canadienne, puis ce qu'on proposait aussi avec ce que Québec solidaire proposait avec Pharma-Québec, c'était l'idée de il faut dépolitiser le processus de décision. On met des standards, on met des règles sur qu'est-ce qui mérite d'être remboursé versus qu'est-ce qui ne mérite pas d'être remboursé. Si vous avez un nouvel anticancer qui coûte 300 000 $ le traitement, puis ça, c'est si les premiers traitements n'ont pas fonctionné, puis vous n'avez aucune preuve clinique que ce médicament-là fonctionne, mais que c'est un médicament qui offre de l'espoir aux patients. Bien, évidemment, on veut offrir l'espoir. Mais là, c'est de l'huile de serpent, là. C'est de n'importe quoi. Moi, je suis partisan d'un... Excusez, là, je vais être bête, là, je suis partisan d'un État froid. Un État contre l'arbitraire. Écoute, il y a des règles, on respecte les règles. Si votre nouveau médicament, vous n'êtes pas en mesure de démontrer son bénéfice clinique, pourquoi est-ce que je paierais 300 000 $ pour ce traitement-là? Puis en fait, des régimes publics universels peuvent se donner des outils qui sont beaucoup plus intéressants, c'est de dire, bien regardez, là, il y a un nouveau médicament, on n'est pas trop sûr des bénéfices cliniques, mais il n'y a peut-être pas autre chose. Fait que ce qu'on va faire, c'est on va faire des remboursements conditionnels. Fait que plusieurs pays font ça, ça peut être au niveau de l'ensemble de la population, ça peut être même au niveau individuel. En France, au niveau individuel. Tu prends le traitement anti-cancer, si on voit un bénéfice clinique chez le patient, on paie le médicament. S'il n'y a pas de bénéfice clinique, on ne paye pas le médicament. Et ça change la donne complètement. On est en train de dire aux compagnies pharmaceutiques, « Hey, on ne paye pas pour la quantité de pilules, là, on ne paye pas par unité, on paie pour le bénéfice thérapeutique que vous apportez à la population. » Et ça, ces outils de comment rembourser un médicament, à partir de là, si un médicament apporte un bénéfice thérapeutique qui est extraordinaire, mais le médicament coûte très cher en même temps, bien, justement, là, tu as plus de ressources pour pouvoir payer pour ce type de médicament-là qui mérite de coûter cher. Puis c'est bien qu'on dépense un gros paquet d'argent sur ce médicament-là parce que le bénéfice thérapeutique qu'il nous apporte est extraordinaire. Mais pour ça, il faut arrêter de payer pour de la scrap qui coûte cher. Fait que 2000 plus, et est-ce que la mutualisation sur l'ensemble? Ben oui, la mutualisation sur l'ensemble est beaucoup plus viable que le système actuel. Alors, au micro, numéro 3 et numéro 2 par la suite. Numéro 3. Oui, parfait, merci. Chantal Monette, SEVL 2815. Merci pour la présentation. Moi, je fais partie du comité des assurances collectives de ma section locale, donc ça me parle beaucoup. Moi, je veux plus savoir, par exemple, je m'excuse pour ceux pour qui ça serait peut-être chinois. Si on parle, par exemple, d'un médicament comme la liraglutide, qui est prescrit sous forme de Victoza pour les diabétiques et sous forme de Saxenda pour aider à contrer l'obésité. C'est le même médicament, c'est la même molécule. Le Victoza est extrêmement cher, le Saxenda pour 5 stylos, beaucoup moins cher contrairement à 3 stylos qui coûtent peut-être 150-200$ de plus. Quelle sorte de pression, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire, par exemple, à ces compagnies-là ou même au gouvernement, à Santé Canada, peu importe, de dire, écoute, là, c'est le même médicament que tu utilises pour deux choses différentes. Et d'ailleurs, ça me dépasse que tu prescris un médicament pour diabétique à pas diabétique juste pour dire ça va te faire maigrir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire, écoute, ça n'a pas de sens que tu charges plus pour un, plus pour l'autre, pour la même molécule. Il y a sûrement quelque chose, c'est du vol pour nous, puis en même temps, c'est de l'arnaque. Donc, c'est la question que je me posais avec toute votre présentation. Micro numéro 2. Oui, Roch Bélanger, Université de Sherbrooke, les employés de soutien, 74-98. Bon, moi, je suis convaincu que c'est la bonne chose, là, qu'on aille éventuellement là, vers une assurance médicaments qui est publique, universelle, tout ça, puis c'est les bienfaits pour tout le monde. On la regarde de façon globale, québécoise. Mais il y a quand même, parce que moi, j'en fais la promotion, puis en même temps, il y a des questions des fois qui viennent. Puis est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite ou qui a été faite depuis le temps? Moi, j'étais allé au colloque là, de la FTQ et, tu sais, comme chez nous, là, je donne l'exemple, chez nous, l'assurance maladie qui inclut l'assurance médicaments et les paramédicaux et tout ça, là, nous, c'est 50% payé par l'employé et 50% payé par l'employeur. Et j'ai déjà entendu chez d'autres syndicats où est-ce que, mettons, leur employeur payait 100% des primes d'assurance pour les assurances maladie, mettons. Est-ce qu'il y a une stratégie ou un plan
une transition dans le cas où est-ce qu'on en viendrait qu'à aller à une assurance médicaments qui serait publique et universelle pour ceux où est-ce que c'est l'employeur qui paye la totalité ou qui paye 50%. Est-ce que c'est prévu que l'employeur éventuellement contribuerait à ce régime-là ou ça serait toutes des renégociations par section locale finalement là, pour dire, bon, mais nous autres, on veut, parce qu'il y en a qui posent la question, est-ce qu'on va perdre ces sous-là qui sont payés par l'employeur, finalement? Parfait. Bien, merci beaucoup. Attends, je vais juste noter. OK. Donc, pour les premières questions. Pour les mêmes médicaments, il y a très peu de choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on pourrait faire si on se dotait des moyens institutionnels pour ce faire. On n'est vraiment pas rendu là. Puis même un régime public universel ne serait peut-être pas... Pour moi, c'est un moyen qui est nécessaire, mais pas suffisant. Il y a d'autres éléments de la politique pharmaceutique. On a eu un autre cas, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'Avendia. Fait que l'Avendia contre le cancer du côlon. Puis là, quelqu'un a réalisé, bien, si je me le mets dans l'œil, la dégénérescence, ça guérit la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Fait que c'est un gros truc presque magique contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Puis là, la compagnie, c'est Roche, me semble-t-il. En fait, Genentech, qui a été racheté par Roche. Elle dit, bon, ben, hey, les gens peuvent l'utiliser contre la dégénérescence maculaire, fait que on va faire des essais cliniques pour ça. Mais là, on ne va pas commercialiser ça sous le Avendia, parce que pour le cancer du côlon, on utilise quand même des quantités un peu plus grandes, alors que pour l'œil, c'est juste des gouttes. Fait qu'on a pris la même molécule, et on lui a donné un autre nom, ça s'appelle le Lucentis. On a augmenté le prix de 50 fois. Et c'est la même maudite affaire. C'est le même maudit médicament. Le problème, c'est que là, on est à Santé Canada, là, le produit, l'Avendia n'est pas approuvé pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Le Lucentis l'est. Fait que là, c'est comment est-ce qu'on peut gérer ça? Certains régimes publics... tu sais, aux États-Unis, en fait, exemple de gaspillage puis d'inefficience, sauf Veterans Affairs. Fait que Veterans Health Administration, un régime qui, pour moi, est un petit peu ce que devrait être un régime public. Eux ont organisé pour eux autres. En fait, c'est le plus gros régime public en Amérique du Nord, soit dit en passant, même plus gros que le régime de l'Ontario. Eux, en fait, ce qu'ils font, c'est, dans des cas comme ça, ce qu'on fait, on met des sous de côté, puis on fait notre propre essai clinique pour vérifier si, au niveau thérapeutique, les deux médicaments sont équivalents. Fait qu'à partir de là, parce que la compagnie, elle ne fera jamais cet essai clinique-là. Elle ne va pas payer de sa poche pour faire de la recherche. Hey, prouver les deux produits sont équivalents, fait qu'allez-y pour le moins cher. Ben non. Mais ça, un régime public peut se donner les moyens pour faire ce type d'analyse-là, ce type d'essai clinique, pour vérifier. Bien là, si on voit que thérapeutiquement, c'est la même chose, à ce moment-là, on ne va rembourser que le Avendia versus et plus le Lucentis, par exemple. Au niveau des stratégies sur l'impact sur les milieux de travail puis stratégie de négociation, bien, oui puis non. En fait, là, je ne retrouve plus la personne. Oui. En fait, là, il y a toute une question de comment on finance le régime public, d'une part. CCPA a sorti, Toby Sanger a sorti une belle étude récemment qui disait, regardez les différentes possibilités. On peut augmenter la TPS, on peut augmenter un impôt, mettre en place une espèce de taxe sur la masse salariale, augmenter l'impôt sur le revenu, la taxe corporative. Parce qu'évidemment, un régime public, il faut que tu le finances d'une façon ou d'une autre. Mais de l'autre côté, ça crée des économies au niveau des régimes privés. Fait que oui, il y a une logique de on va essayer que le régime public se finance à même les économies du régime privé. La question, c'est comment on fait ça exactement? Bien, là, c'est de la place à de la négociation. Par milieu de travail, tu sais, on me revient souvent là-dessus, tu sais, les difficultés, puis... Ben oui, ça va obliger des négociations. Pour moi, j'ai pas de problème. Tu sais, je veux dire, c'est un beau problème, là. Si on se retrouve avec, OK, tout à coup, on a des économies de tant de % sur les avantages sociaux qu'on donnait,
bien à ce moment-là, il faut négocier comment est-ce qu'on va séparer ces économies-là. Est-ce que ça va tout aller dans la poche de l'entreprise comme profit supplémentaire? Bien là, votre pouvoir de négociation n'a pas été bien bon à ce moment-là. Est-ce que vous voulez des augmentations de salaire pour compenser les économies? Ça pourrait être intéressant. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent d'autres types d'avantages. Moi, je serais partisan on va financer davantage l'orthodontie, par exemple, dans mon régime privé. Tu sais. Mais, quelque part, c'est un beau problème. Je veux dire, c'est pas un obstacle. Là. Tu sais, c'est simplement, oui, on a envie d'aller négocier puis à se creuser la tête avec l'employeur comment est-ce qu'on dirige les économies qu'on a réussi à réaliser ensemble. Ça serait quelque chose d'intéressant, me semble-t-il. Mais attention, au niveau de la fonction publique, il y a un petit problème ici. C'est qu'on ne veut pas que l'employeur, qui est le gouvernement, prenne l'ensemble des économies puis dise, bien, on prend l'ensemble des économies du régime privé qu'on vous offrait, puis étant donné qu'on est le gouvernement, on utilise directement ça pour payer votre régime public. Ça serait une des difficultés, puis je pense qu'au niveau de la fonction publique, bien, il y a cette même négociation qui devrait jouer que pour les employeurs privés. Alors, je pense qu'on doit arrêter. Là. On a défoncé notre temps. Rapide. Oui, c'était juste une précision là, pour dire que c'est pas emmené négativement, c'est dans le sens que moi, c'est des questions que je peux entendre, puis vraiment pour dire, bon, bien, y a-t-il un plan en fonction de tout ça? Bon, regardez, ça sera probablement, éventuellement, peut-être un jour des négociations avec nos employeurs pour récupérer ce qu'on appelle la rémunération globale. Ça serait une partie qu'on pourrait peut-être récupérer, mais je me demandais juste s'il y avait un plan pour peut-être faire payer les employeurs aussi pour fournir c'était le genre de question. Puis tout à fait. Puis à ce niveau-là, c'est pour ça que je parlais, je ramène encore l'étude du CCPA, de Tommy Sanger là-dessus, c'est les différents scénarios, puis montrer, entre autres, le scénario qui serait peut-être le plus équitable, c'est une espèce de mix à la fois de taxes sur la masse salariale, finalement, qui est une espèce de prime publique qui serait prise, plus une partie de taxes corporatives. Donc, cette espèce de mix-là fait en sorte qu'au final, si on regarde au niveau de l'analyse, on aurait un scénario qui serait peut-être win-win pour tout le monde à ce moment-là. OK. Alors, merci beaucoup, M. Gagnon. C'était vraiment intéressant. Au plaisir. Vous savez reporter ça?